Bonjour tout le monde, bienvenue à ce webinaire sur l'automatisation de la production du cadastre et de la matrice selon les normes québécoises, donc du MAMACH. Plus précisément, les solutions Solo Cadastre et Solo Matrice qui ont été développées par Consortec. Je me présente, François Lagagnage, je suis responsable du développement d'affaires chez Consortec et mon associé et collègue Rémi Pelletier, qui est président de Consortec, qui va faire la majorité de la présentation aussi. Cette présentation-là, premièrement, est enregistrée. Et puis, deuxièmement, aussi, vous avez la possibilité aussi de poser des questions. Donc, une de mes grandes tâches lors de la présentation, ça va être justement de pouvoir gérer vos questions et puis les passer à Rémi pendant qu'il fait la présentation. Donc, l'agenda proposé aujourd'hui, rappel rapide, qui est Consortec pour ceux qui nous connaissent un petit peu moins. Ensuite de ça, le contexte dans lequel ces solutions-là, Solo Matrice, Solo Cadastre, ont été développées. Un petit peu de théorie alentour de ces solutions-là et puis de leur place dans le marché. Puis après ça, ça va être vraiment les présentations des solutions en tant que telles. Et puis, qui est Consortec? Bon, vous le voyez à l'écran, ça fait quand même un petit peu plus que 31 ans qu'on est en affaires. On est des experts FME certifiés. Je vous dirais aussi que notre équipe d'experts, ce sont des géomaticiens aussi. Donc, on est des géomaticiens spécialisés en automatisation, intégration de données. Donc, on fait du FME, oui, mais on fait toutes sortes de choses par la bande, du SRI, de la gestion de base, de la gestion, tout ce qui a trait aux bases de données spatiales et même un peu plus aussi. Puis, on a toutes les certifications qui sont possibles d'avoir chez FME, Professional, Server et puis Trainer aussi. Donc, évidemment, on donne de la formation, on donne de plus en plus ce qu'on appelle du coaching de projet. Donc, on vous aide à faire avancer vos projets ou même dans certains cas, quand vous êtes un petit peu stretché et puis vous n'avez pas le temps de faire les projets, on peut aussi faire les projets pour vous. Donc, la gamme de services est vraiment très large. Puis encore une fois, pas seulement au niveau FME, mais au niveau de projets de type, je veux dire, géomatique et traitement de données, automatisation de données, encore une fois, qui peuvent dépasser le volet de la géomatique aussi. Donc, à moi de jouer? Ouais, à toi de jouer, Rémi, effectivement, j'attendais ta slide, mais je pense que tu peux y aller et expliquer le contexte. C'est bon, salut, merci beaucoup François pour l'introduction. Donc, très heureux de voir là, la liste des gens qui participent aujourd'hui. Donc, à mon tour de vous dire merci d'être présent. Donc, je vais vous donner un peu de contexte, donc le contexte qu'on a observé dans les dernières années. En passant, la solution que vous allez voir aujourd'hui, c'est pas une solution qui est fraîche et neuve, là. Donc, ça a été bâti au cours des 4-5 dernières années à travers différents projets qu'on a faits. Puis, évidemment, ces projets-là, lorsqu'on les a faits, évidemment, on a observé différentes choses. Donc, les situations courantes suivantes qu'on voit dans les villes et les MRC. Donc, les villes et les MRC cherchent à optimiser leur processus et gagner en efficience. Donc, je pense que c'est typique à pas mal toutes les organisations. Je pense que la période qu'on vit présentement démontre encore plus ça. Donc, l'importance, évidemment, de bien venir optimiser nos processus et de gagner en efficience, surtout avec tout le contexte de télétravail qu'on peut voir. Donc, je pense que ça a fait ressortir ces éléments-là qui sont importants. Ce qu'on a observé aussi, c'est que les villes et les MRC sont des organisations qui souhaitent optimiser leurs investissements puis consolider des technologies. Donc, ça reste que les organismes tels que les villes et les MRC possèdent beaucoup de technologies. Donc, on s'était forcé à développer des solutions qui utilisent au maximum les technologies en place. Puis quand on parle d'utilisation au maximum des technologies, ça fait partie d'une des ressources qui est en place. Donc, on a observé aussi que c'est important dans les organisations, autant les villes, les MRC, et je dirais que ça s'applique à beaucoup d'autres organisations. Les organisations souhaitent utiliser au maximum les ressources qui sont en place. On va parler des ressources matérielles, des ressources logicielles et des ressources humaines, évidemment. Donc, suite à ces contextes-là, il y a des besoins qui ont été exprimés, des besoins qui sont, dans certains cas, propres aux bases de données de cadastre et de matrice, mais des besoins aussi qui sont assez, je dirais, génériques. Exemple, avoir une base de données robuste, complète et ouverte. Donc, l'ouverture sur les autres systèmes, c'est quelque chose qui est revenu souvent dans les discussions qu'on a eues dans les dernières années et même récemment.
quelque chose qui se rattache peut-être un peu plus directement à l'aspect du cadastre. C'est tout l'aspect de la relation topologique entre les annotations et les segments de l'eau. Ça, je vais revenir un peu plus tard, là, pourquoi que c'est important, mais c'est une clé, évidemment, dans toute la partie de l'automatisation. Dans les besoins exprimés, évidemment, c'est d'avoir une mise à jour continuelle de la base de données, autant celle du cadastre que de la matrice, avoir accès à des sources de données fiables, puis aussi avoir un historique des données. Donc ça, c'est un élément aussi qui est revenu régulièrement, pour être capable de retourner dans le passé, pour être capable de faire des analyses, puis donner accès à ces données-là à d'autres départements que peut-être juste celui de la géomatique ou des TI à l'intérieur de la municipalité ou de la MRC, mais être capable évidemment d'aller faire des croisements avec d'autres types de données là, et d'être capable de revenir dans le temps autant sur les données de cadastre que les données de matrice. Donc, on a observé un contexte, on a entendu des besoins. Évidemment, étant un fournisseur de solutions, on essaie de donner des réponses à ces contextes-là et à ces besoins-là. Donc, on travaille là-dessus. Donc, notre réponse au contexte et aux besoins, c'est de fournir des outils qui automatisent la création et la mise à jour autant de votre cadastre que de votre matrice graphique. On parlait d'optimisation, donc réduire au maximum les interventions manuelles pour la production d'un cadastre de référence, puis maximiser l'utilisation des outils en place. Donc, on s'est vraiment efforcé d'avoir une réponse qui était en lien avec autant les besoins exprimés que les contextes qu'on avait observés. Avec ça vient une promesse. Donc, notre promesse, c'est de vous permettre de bénéficier de données de cadastre et de matrices graphiques que vous pourrez maintenir à jour de manière autonome. On pourra revenir aussi vers la fin là, sur le niveau d'autonomie qui est souhaité. Donc, par contre, pour nous, c'est important de mentionner que on peut aller vers une autonomie complète, mais encore une fois, tout dépendant du style ou des types de clients. Souvent, il y en a qui vont vouloir avoir une semi-autonomie, donc évidemment, toutes les options sont possibles. François a mentionné évidemment notre partenariat avec Safe Software depuis maintenant, ça va faire 21 ans. Donc, c'est la technologie. Donc, FME, elle est vraiment la technologie clé derrière, je dirais, l'ensemble des solutions qu'on développe. La raison est bien simple, c'est la meilleure solution en intégration de données qui existe dans le monde et c'est la meilleure solution d'intégration de données géospatiale qui existe dans le monde. Donc, c'est sûr que quand on a à travailler avec des données, autant les données de cadastre que les données de matrice, on parle de données évidemment géoréférencées, on parle de données de type géomatique et on veut évidemment être capable d'amener ces données-là dans d'autres systèmes. Donc, FME est vraiment une clé qui roule en arrière-plan de tous les processus d'intégration et de transformation de données. Avant d'aller plus loin, donc je vais me permettre un peu de théorie. La raison est bien simple pour laquelle je me permets un peu de théorie, c'est que, encore une fois, c'est intéressant que vous sachiez qu'on a développé des outils qui sont robustes, qui sont ouverts, etc. Mais encore une fois, est-ce qu'on connaît notre affaire? Ben, en vous démontrant la théorie, je pense qu'on va être en mesure, évidemment, de faire la preuve qu'on n'a pas laissé de morceaux passer, là. Donc, les données qu'on va utiliser, donc on va commencer évidemment avec les mandats de rénovation cadastrale. Donc, les mandats de rénovation cadastrale vont contenir, évidemment, une série de lots numérotés, les concordances avec les anciens lots, puis une rénovation cadastrale, ça comporte habituellement quelques milliers de lots. Donc, ça va être souvent la première, le premier mandat que vous avez reçu. Donc, habituellement, est le début de la rénovation cadastrale. Pour couvrir l'ensemble de votre territoire, habituellement, il y a peut-être un ou plusieurs autres mandats qui vont être ajoutés, plus les mises à jour. Donc, ce qu'on appelle les opérations cadastrales. Dans les opérations cadastrales, je dirais celle qui est la plus facile à expliquer, c'est la fusion ou la division de lots. Pourquoi? Parce qu'évidemment, c'est simple à expliquer que quelqu'un peut posséder un terrain et vouloir le subdiviser pour en vendre des parcelles à d'autres personnes. Donc, ici, évidemment, c'est un exemple qu'on démontre où est-ce qu'il y a une subdivision de lot. Donc, les subdivisions de lots et ou les fusions vont contenir la géométrie et la description des nouveaux lots et la référence aux anciens lots. Donc, la référence aux anciens lots est très importante. Vous allez comprendre tantôt quand on va parler de la gestion des mises à jour du cadastre. Donc, c'est important de savoir quels sont les anciens lots qui sont impactés pour être capable de mettre les lots en historique.
Au niveau d'autres types d'opérations cadastrales, on va avoir des fois des corrections géométriques ou descriptives de lots existants. Donc, habituellement, ce que ça va contenir, c'est la ou les géométries ou les nouvelles informations descriptives. Donc, c'est un type d'opération cadastrale qu'il faut gérer d'une façon différente. Pourquoi? Parce que celle-ci ne vient pas créer comme tel un historique. Oui, elle va démontrer peut-être l'ancienne géométrie du lot, mais les numéros de lot ne changeront pas dans ce cas-là. Donc, c'est souvent plus, c'est suite à une erreur, soit de l'arpenteur ou suite à une vérification. On va s'apercevoir qu'on n'a pas besoin de renommer les lots ou de les renuméroter, mais par contre, les entités géométriques et ou descriptives doivent être mises à jour dans la base de données. Au niveau des opérations cadastrales aussi, on va retrouver ce qu'on appelle des ajouts et des annulations. Donc, l'ajout d'un lot, pas dans un mandat, exemple, puis qui ne résulte pas d'une opération cadastrale. On va souvent traiter ça comme un micro-mandat. J'ai vu ça dernièrement dans des territoires non rénovés. Oups. Juste un instant. Désolé pour le petit arrêt. OK, c'est bon, parce que mon collègue François semblait me dire qu'on m'entendait plus. Gêne-toi pas pour intervenir, François, là, à ce moment-là. Est-ce qu'il y a des morceaux que je devrais répéter, François? Non, ben en fait, c'était plus tôt, puis honnêtement, je pense que le problème il était de mon côté à moi. OK, bon, ça va. Merci, désolé pour cette petite parenthèse. Donc, on va parler aussi de l'annulation d'un lot existant. Donc, souvent, ça va contenir évidemment des éléments de géométrie des lots bordants et les lots annulés. Puis, donc, différentes petites informations comme ça. Mais ça, encore là, ici, un petit peu de théorie, c'était pour remettre tout le monde, évidemment, au niveau de la source des données cadastrales, les types de données. Puis, encore une fois, vous allez voir un peu plus tard que c'est vraiment important pour nous autres de bien connaître, évidemment, l'impact de chacune de ces opérations-là. Puis, comment tout ça vient s'intégrer dans la solution de SoloCadastre. Donc, allons maintenant dans la solution SoloCadastre. Comme vous allez voir, le concept est assez simple, si on le ramène à sa plus simple expression. Donc, on prend des données sources. Les données sources sont connues. Elles sont encapsulées dans des fichiers compressés, donc communément appelés des zip files. Les données sources contiennent des données en format DXF, qui sont les données géométriques, et les données descriptives dans des formats, je dirais, CSV, qui sont structurés de façon assez costaude. Donc, nous, ce qu'on a fait, évidemment, c'est qu'on a développé un ensemble de scripts FME qui vont rouler en arrière-plan pour être capable, évidemment, de traiter de façon automatisée les données du cadastre. Pour faire quoi, en bout de ligne? Pour en faire une base de données, encore une fois, robuste, structurée et validée, et ainsi qu'une base de données ouverte. Donc, quand on parle de la structure ici, donc je vous ai fait une capture écran de la base de données telle qu'elle est. Donc, on parle ici, évidemment ici d'intégrité et d'ouverture de données. Donc, une fois que le produit est livré, vous avez accès à l'ensemble des dictionnaires de données. Vous avez évidemment accès aux données directement via différents utilisateurs. Donc, on a développé une série d'utilisateurs qui sont des utilisateurs pour la diffusion de la donnée, l'édition. Donc, vous allez pouvoir donner des droits différents sur cette base de données-là pour que les gens puissent aller exploiter la donnée sans venir, évidemment, créer des erreurs en l'éditant. Donc, il y a vraiment une série d'utilisateurs qui sont bâtis. Donc, c'est pour ça qu'on est capable de dire qu'on maintient une base de données qui est intègre et ouverte. Peut-être, Rémi, là-dessus, justement, tu parles d'ouverture, c'est bien. Est-ce que tu peux donner des exemples comment certaines personnes exploitent cette donnée-là, justement, qui est ouverte, disponible? Bien, il y a deux exemples qui me viennent en tête dernièrement, suite à la discussion que j'ai eue avec des clients. La première, c'est que comme pour la base de données de cadastre, on a l'ensemble de tout l'historique.
Donc, ça serait facile de faire une requête sur la base de données pour savoir, exemple, depuis la dernière mise à jour du rôle, quels sont les nouveaux dossiers de cadastre qui ont été ajoutés dans la base de données, être capable d'en faire une extraction, puis envoyer cette information-là aux gens aux personnes qui mettent le rôle à jour. Donc, eux autres, ils vont savoir, encore une fois, quels sont les lots qui ont été impactés, puis être capable de mettre, évidemment, les informations du rôle à jour. Donc, ça, c'est un exemple d'exploitation de la base de données structurée. Puis l'autre exemple de l'exploitation de la base de données structurée, c'est d'être capable de faire des croisements, justement, entre l'arrivée de nouveaux lots dans la base de données et, exemple, tout ce qui a rapport aux polygones de zones inondables, exemple. Est-ce que, suite au changement, exemple, d'un règlement à la ville, est-ce qu'il y a des nouveaux lots qui ont été déposés qui viendraient, exemple, qui viendraient à l'encontre d'une loi ou d'un règlement qui aurait été fait par le passé? Parce qu'on a quand même beaucoup d'informations. On a les titres, on a les propriétaires des lots. Donc, il y a beaucoup d'informations qui sont disponibles dans cette base de données-là. Ce serait peut-être les deux exemples que je pourrais donner, François. OK, c'est bon, merci. Au niveau des données sources, donc je me répète un peu ici, donc on parle évidemment des dossiers provenant du cadastre, les séquences de chargement puis la classification des dossiers. Donc, les séquences de chargement vont être accédées par deux sources de données différentes. Avant 2012, les gens du MRM sont capables de vous fournir un fichier qu'on appelle communément le fichier OCTR.xls. Ce que c'est simplement, c'est un fichier Excel avec l'ensemble de tous les numéros de dossier et donc qui nous permet de valider la séquence et aussi des informations telles que est-ce que c'est un mandat, est-ce que c'est une correction, est-ce que c'est un ajout, une annulation. Donc, ces informations sont là. Après 2012, on a développé des fonctions qui permettent d'extraire les données en PDF et je vais revenir un peu plus tard. Et la classification des dossiers, évidemment, c'est important de savoir est-ce que je suis en train de traiter un mandat, une fusion ou une annulation ou une correction. C'est vraiment important de pouvoir le faire. Donc, vous avez ici un exemple des types de données qu'on utilise en données sources. Donc, des données bien structurées dans les DXF et aussi les fameuses données des CSV que vous voyez apparaître à droite, qui contiennent les informations descriptives pour chacun des lots. La classification des dossiers, donc j'en ai déjà mentionné un peu, mais c'est important de savoir que tous ces types de dossiers-là, évidemment, doivent passer par des chaînes de traitement différentes à l'intérieur de notre traitement. Donc, c'est vraiment important de bien classifier les dossiers, puis on a des outils et des fonctions pour ça. Notre processus de création du cadastre, c'est simple comme 1, 2, 3. Donc, c'est un pilotage qui est fait en 3 étapes à partir d'une interface. Donc, pour ceux qui ont déjà eu des présentations de Solo Cadastre de façon plus, je dirais, individuelle, donc, ce que je vais vous présenter dans les prochaines 3 acétates ou slides, si on utilise le terme en français, c'est vraiment nouveau, là. C'est vraiment une nouveauté là, à l'intérieur de Solo Cadastre qui va vraiment faciliter les 3 étapes, là. Donc, on a encore simplifié un peu plus le simple comme 1, 2, 3. Donc, 3 étapes simples, extraction des informations du cadastre, validation et préparation des données du cadastre, puis le chargement des données du cadastre. Donc, quand on parle de l'extraction, ce qu'on fait, c'est qu'on veut venir évidemment extraire l'information, soit qui est stockée dans les fameux fichiers qui vous sont fournis par le MRM, et ou, après 2012, on vient extraire l'information qui est stockée dans les PDF. Donc, on a développé un outil qui permet de lire les fameux fichiers ADE.pdf qui contiennent l'information, qui vont nous dire est-ce que c'est un mandat, une correction, une annulation. On est capable d'extraire beaucoup d'informations comme le numéro de minute de l'arpenteur, le nom de l'arpenteur. Donc, il y a beaucoup d'informations qui sont stockées dans la base de données aussi, donc qui sont bonifiées après 2012. Donc, ici, ce qu'on voit, c'est qu'on voit qu'il y a une série de dossiers qu'on a reçus. Puis ici, on sait quel type d'action qui va être appliquée sur le dossier. On sait si le dossier a déjà été chargé ou si le dossier y est prêt à charger. Donc, on a différentes informations. Puis, une fois que tous nos dossiers sont prêts, on peut lancer l'extraction. Puis, pour toutes les étapes qu'on a, on a des rapports d'erreur qui peuvent aussi, s'il y a eu un problème, on a toute une fonction pour être capable de venir visualiser les rapports d'erreur. Au niveau de la validation, donc, quand on vient valider les dossiers, donc ça aussi, c'est vraiment une étape importante.
Donc, une fois que je connais ma séquence de dossiers à traiter, je sais quel type de dossier que je suis en train de traiter, c'est important de venir valider les données comme telles. Donc, il y a différentes choses qu'on s'est aperçu avec le temps à force de traiter des fichiers de cadastre. Donc, ce qu'on va venir faire, évidemment, on va s'assurer que les fichiers d'XF sont conformes. Plus qu'on avance, plus qu'on a des données récentes, on retrouve moins d'erreurs. Mais c'est sûr que quand on parle de chargement avec des données qui datent de 1998 ou du début des années 2000, ben c'est sûr qu'à ce moment-là, on se retrouve dans un contexte où des fois, il y a un peu plus d'erreurs. Donc, on est capable de les attraper avant de procéder au chargement. Donc, encore une fois, ici, on a un exemple de la page de validation. Quand on valide les dossiers, on sait quels dossiers qui ont été validés, s'ils ont été validés avec ou sans erreur. Donc, le code de couleur va changer. Puis, on a ceux qui sont en attente d'être validés. Puis, encore une fois, ici, on a une série d'options par la suite d'être capable de venir valider les rapports. Puis aussi, on a toujours l'option d'être capable d'arrêter après le dossier courant. Et c'est là qu'on arrive je dirais, à la partie qui va vous amener à bâtir votre base de données de cadastre, c'est vraiment le chargement. Puis je me répète, mais c'était vraiment important pour nous de venir, puis c'est vraiment basé sur nos expériences, couper le traitement en 3 étapes. Ça vient vraiment, vraiment nous aider à éviter des erreurs lors du chargement. Donc le chargement, évidemment, une fois qu'il est lancé, donc on va voir, exemple, ici dans la fenêtre qu'on a ici, on voit évidemment qu'il y a un dossier qui est un mandat qui est présentement en train d'être chargé. Vous allez avoir l'information entre le début et la fin pour traiter un mandat. Là, ici, ce mandat-là a été traité avec une version plus vieille de nos Workspace FME. Là, présentement, on est sur un cycle où est-ce que ça prend environ 20 minutes traiter un mandat, puis ça prend environ 5 minutes maximum traiter une mise à jour, tout dépendant de sa grosseur. Donc, c'est quand même assez rapide le chargement de données. Encore une fois, on sait que le dossier est en chargement, s'il a été chargé, en attente, puis on a une liste de dossiers qui sont non validés encore. Donc, c'est sûr que je ne pourrais pas charger ces dossiers-là parce qu'ils n'ont pas été validés. Donc, l'interface vient réellement nous aider dans le pilotage des outils. Ça, c'était vraiment, je dirais, la dernière étape qui nous restait à faire pour rendre le produit encore plus convivial. Donc, on avait toute la robustesse de la base de données, la robustesse des traitements. Ce qui nous restait à faire, c'était vraiment d'être capable de venir améliorer l'interface. Voici quelques exemples que je vais vous donner, puis j'ai fait par exprès pour vous montrer les données dans différents contextes. Vous allez voir des données apparaître dans des fenêtres de QGIS, des données apparaître dans des fenêtres de produits Esri, des données apparaître dans le Data Inspector de FME. Pourquoi? C'est encore là pour vous montrer l'ouverture vers les différents systèmes, puis l'ouverture de la base de données. Donc ici, on a des données de cadastre telles que traitées évidemment par l'outil et qui sont visualisées dans un environnement Esri. Je vous ai parlé d'historique. Donc ici, c'est un cas typique où est-ce qu'on est capable d'extraire les informations de la base de données. Ici, c'est dans le Data Inspector de FME. Donc, on a fait une requête qui nous permet de voir, par exemple, le cadastre dans une section en particulier au 22 septembre 1998. Le cadastre au 20 mars 2002. Donc, on voit comment que le cadastre a évolué dans cette section-là entre ces deux dates-là. Puis, on a le cadastre aujourd'hui. Donc, c'est pas le cadastre aujourd'hui, c'est le cadastre lorsqu'on a fait la requête, mais ça vous donne quand même une idée là qu'on est capable de voir comment que le cadastre a évolué. Puis en passant, les données de cadastre que vous avez vues avant ne sont pas effacées de la base de données, ils sont mis en historique. Donc, on pourrait faire l'inverse, on pourrait faire une requête en disant « Montre-moi dans cette section-là, le cadastre avait l'air de quoi à telle date. » Donc, le territoire, donc avoir une image du territoire à une date précise. Puis, encore plus loin, on pourrait peut-être, là, je rajoute un exemple, François, là, de la base de données ouverte, là, quand tu me posais des questions par rapport à un cas d'utilisation, ben, on pourrait évidemment extraire le cadastre à 2 dates différentes,
et faire un croisement géométrique pour voir qu'est-ce qui a été ajouté, qu'est-ce qui a été enlevé. Donc, quel a été l'impact, évidemment, entre deux dates précises sur le cadastre. Je vais vous parler des défis et des solutions qu'on a mis en place. Donc, ici, on parle plus des défis techniques. Donc, un des défis, évidemment, c'était d'assurer une qualité des données vu que le chargement est fait de façon automatisée. Donc, on ne voulait pas partir le chargement puis trouver les erreurs au fur et à mesure. Donc, c'est pour ça que tantôt, quand je vous parlais de la section où est-ce qu'on valide les données, les problèmes qu'on rencontre habituellement, c'est des problèmes de structure de DXF. Exemple, un numéro de lot placé sur une couche invalide ou un fichier descriptif corrompu. Donc, je dirais que c'est les deux cas qu'on rencontre les plus souvent. Puis, ce qu'on fait, évidemment, on fait une prévalidation des données, des dossiers versus la structure. On génère des rapports d'erreur, puis on a développé des procédures pour corriger les données. Parce que quand on est en mode de traitement, c'est sûr qu'une façon simple, ça serait de retourner au cadastre et leur demander qu'ils vous envoient un fichier corrigé. Mais des fois, quand on est en mode de chargement, on souhaite être capable de corriger nous-mêmes la donnée, surtout si c'est juste de venir changer un élément d'une couche à une autre. C'est pas une grosse modification, donc on a des procédures pour faire ça. Assurer une classification exacte. Donc, des fois, certains dossiers sont classés incorrectement. Donc, c'est pour ça qu'on a fait des processus de chargement séparés pour la validation et le chargement là aussi. Puis, comme je vous disais, on a développé un outil de lecture des PDF. Donc, ça vient évidemment limiter et éliminer beaucoup d'erreurs au niveau de dossiers qui sont classés incorrectement parce que le PDF contient des informations qui classent les dossiers correctement. Juste ça peut être intéressant pour beaucoup de gens, là, avoir un outil qui lit des PDF. Là. Ça, c'est la beauté, évidemment, avec Solo Matrice et Solo Cadastre. C'est-à-dire que s'il y a des morceaux dont je vous ai parlé aujourd'hui qui vous intéressent, faites-nous en part. Évidemment, c'est des solutions complètes, mais c'est des solutions, évidemment, qui sont montées un peu comme des blocs Lego. Là. C'est-à-dire que, exemple, je vais vous parler tantôt d'un outil qui fait l'extraction des données du rôle. C'est un outil qui existe déjà, là, donc développez-le pas from scratch. Là. Faites appel à nous, puis on va pouvoir évidemment vous aider dans ce besoin-là. Donc, je termine avec mes défis solutions. Donc, il y avait valider la séquence de chargement. Donc, un nouveau lot qui n'est pas dans la base de données ou un ancien lot présent qui est actif, qui n'a pas été annulé. Donc, ça, encore une fois, lors de la validation, on est capable de s'assurer que s'il y a un nouveau lot qui est créé pour lequel le lot n'existe pas déjà dans la base de données, donc lors de l'extraction des informations du cadastre, on va être capable de détecter ces cas-là. Donc, ça, c'est facile à gérer. Puis, s'il arrive un problème au niveau du chargement, donc on n'est pas à l'abri d'un problème au niveau du chargement, on est capable de reprendre le chargement à un moment donné. Donc, on est capable d'annuler des dossiers. Avant, on y allait un par un, mais maintenant, on est capable de sélectionner une séquence de dossiers et de les annuler pour peut-être réinsérer un nouveau dossier et repartir la séquence par la suite. Donc, la suite logique, une fois que vous avez un cadastre de référence bien monté et bien structuré, ce serait de vouloir produire des matrices à partir de ce cadastre-là. Donc, l'outil qu'on propose, c'est Solo Matrice. L'objectif de Solo Matrice, c'est d'automatiser la production et la mise à jour des matrices graphiques. Donc, encore une fois, réduction au maximum des interventions manuelles, maximisation de l'utilisation des outils informatiques en place. Donc, on revoit des éléments qui reviennent depuis le début. Il y a aussi des rapports permettant de se concentrer sur l'essentiel. Je m'explique. C'est sûr que le cadastre, il y a des informations, évidemment, d'annotation qui sont inscrites. Par contre, ils sont déjà validés par les arpenteurs qui ont produit le cadastre. Quand on produit la matrice, ben là, on rajoute des annotations. Donc, ça se peut qu'il y ait évidemment certains chevauchements d'annotation. Donc, c'est important pour nous, évidemment, de générer des rapports de chevauchement parce que vous allez avoir, évidemment, un peu d'édition manuelle à faire, pas pour créer de la nouvelle donnée, mais pour, évidemment, déplacer certains éléments. Donc, c'est important de vous fournir des rapports pour que les gens qui vont avoir à faire ça puissent se concentrer sur l'essentiel. Puis, pour rajouter par-dessus ça, on a évidemment aussi la conversion des matrices en format GML, parce que dès le début de la présentation, François parlait de la conformité aux normes. Donc, c'est sûr qu'en bout de ligne, il y a des gens, des organismes qui vont vouloir générer les GML selon les normes du MAMACH.
concept de solo matrice. Donc, vous reconnaissez ma base de données de cadastre à gauche, ma base de données de cadastre validée, ce qu'on appelle notre cadastre de référence. Une fois qu'on a notre cadastre de référence, on peut le croiser avec un fichier XML qui est l'extraction du rôle d'évaluation. Donc, encore une fois, ça, c'est une norme pour tous les outils, tous les logiciels d'évaluation foncière qui existent au Québec doivent être capables d'exporter les données dans un format structuré et dans un fichier XML. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise ces deux données-là, donc deux données qui sont contrôlées, la base le cadastre de référence et le XML qui est pareil pour tout le monde. On a développé encore une fois une série de scripts FME pour être capable de générer une base de données de matrice. Évidemment, qui va mériter un peu d'édition, comme je disais tantôt, pour être capable de replacer certaines annotations. Puis aussi la création du GML. Là, il y a sûrement certains d'entre vous qui vont dire « Ouais, mais là, Rémi, il y a à peu près 30 couches et plus dans le SIG municipal, tandis que la matrice puis le cadastre, ça en comporte peut-être 10-12. » Donc, ce qu'on a développé, c'est une autre série de scripts qui permet de prendre des couches de données que vous supportez déjà ou que vous maintenez déjà à jour. Exemple, les servitudes, je crois qu'il y a les lignes de transmission, il y a des zones administratives, des genres de choses comme ça que vous supportez déjà sûrement dans d'autres systèmes. Donc, on a développé des tables de concordance. Donc, que ces données-là soient stockées dans des formats Esri, MapInfo, dans des bases de données open source, ça nous importe peu. Tout ce qu'on a besoin de savoir, c'est qu'ils sont où, puis on va avoir besoin de votre aide pour être capable de créer la table de concordance, pour être capable de créer un GML complet, donc un SIG municipal complet. Les bénéfices, donc on parle d'un processus documenté, automatisation des tâches. Donc, quelles sont les tâches qu'on automatise? Extraction des données du rôle d'évaluation, donc le fameux XML, qui contient les données du rôle. L'assignation des voies publiques par croisement avec les données d'Adresse Québec. Ça, c'est intéressant. Donc, c'est vraiment une utilisation des données d'Adresse Québec qui est, je dirais, intéressante lorsqu'on la croise avec les données du rôle. Donc, ça nous permet évidemment de faire aussi une validation des données du rôle. Et par le fait même, on pourrait même faire une validation d'Adresse Québec. On s'est aperçu dans certains milieux plus ruraux que des fois, les segments de route d'Adresse Québec ne sont pas 100% alignés avec le cadastre. Donc, on est capable, toujours en croisant des données, je sais que le croisement de données, des fois, dans le milieu public, peut faire peur un peu parce que les gens vont dire qu'ils rentrent des données publiques, les gens vont les croiser ensemble. Mais je pense qu'à l'intérieur d'une organisation, quand c'est bien contrôlé, le croisement de données, c'est une force. Ça nous permet évidemment de valider la qualité des données, puis ça nous permet aussi de faire des traitements plus rapidement. Donc, ce cas-là est un exemple concret de croisement de deux sources de données qui nous permettent de venir automatiser un processus puis de le rendre plus efficace, dont le processus suivant qui est l'identification des lignes de frontage. Donc, puis de l'identification des polygones de l'eau qui sont considérés comme des rues. On parle de génération des couches de matrices qui sont aussi évidemment automatisées. Puis, comme je disais tantôt, l'identification des correctifs à apporter. Ici, au lieu de vous montrer la base de données de la matrice, je voulais vous montrer le modèle de données. Donc, c'est sûr que je vous demande, j'embarquerai pas dans une discussion aride là, sur le modèle de données, mais ça fait partie d'un de nos livrables. Donc, une fois que vous avez les outils en place, vous allez avoir aussi une copie du modèle de données. Puis pourquoi c'est important, évidemment, d'avoir le modèle de données? Ben, c'est important parce que ça va vous permettre, encore une fois, de bien connaître comment les données sont structurées pour être capable de les exploiter dans vos autres systèmes aussi. Ici, c'est un exemple dans QGIS, un exemple simple, évidemment, dans un milieu urbain assez clair. Donc, on voit que les adresses ont été positionnées de façon automatisée. On voit que les centroïdes ont été positionnés, les matricules. Donc, évidemment, dans le meilleur des cas, c'est le genre de résultat que vous allez avoir. C'est sûr que quand on arrive dans un milieu rural, c'est dur des fois de positionner le matricule correctement, mais les matricules qui vont être mal positionnés, qui ne seront pas positionnés selon les normes, vont être identifiés dans nos tables de validation. Fait que vous allez être encore capable
avec des outils qu'on a développés dans QGIS, de venir évidemment passer à travers chacune des anomalies qui ont été trouvées. Vous allez pouvoir être capable de faire l'édition. En passant, l'édition, que vous la fassiez dans QGIS ou dans n'importe quel autre outil, c'est la base de données en arrière-plan qui est mise à jour. Donc, on n'est pas, encore une fois ici, je dirais, menotté par un format en particulier. Les formats qu'on a décidé d'utiliser, soit les bases de données Oracle ou SQL, sont des formats, évidemment, qui sont assez ouverts puis qui sont évidemment utilisés dans bien des organismes municipaux. Donc, on voit ici que le numéro de matricule a été placé. On a déplacé le numéro de lot et la superficie. On a placé le centroïde, puis on était en mesure de venir placer le matricule correctement à l'intérieur de l'unité d'évaluation. François, as-tu une petite question pour moi? Oh, François, il est-tu encore là? Je le vois à l'écran, mais en tout cas, la question que François était supposé me poser était comment les gens font pour mettre leur matrice à jour. Donc, une fois que le cadastre et la matrice sont à jour, on est en mesure, évidemment, on a tout un processus de mise à jour de la matrice. Donc, on est une fois que vous avez fait une première passe de création de cadastre et de matrice, on est capable par la suite de venir rajouter des nouveaux dossiers de cadastre dans le cadastre de référence. Et une fois que vous avez un rôle à jour, on est capable de recroiser ces données-là ensemble pour être capable de venir mettre à jour les unités d'évaluation qui ont été impactées par le nouveau cadastre et aussi les unités d'évaluation qui ont été impactées par les données au rôle. Donc, ici, on parle de la conformité avec le MAMASH, donc le fameux SIG municipal. Donc, c'est un exemple là, de données qui ont été produites à partir de la matrice et des autres couches. Donc, on est vraiment capable de partir de noms de couches qui sont évidemment lisibles par l'être humain pour être capable de les convertir dans le bon format, donc dans le format standardisé du MAMASH. Donc, c'est un exemple ici là, dans la capture d'écran qu'on vous montre ici. Quand on parle d'une démarche éprouvée, donc, dans le but d'être capable de vous fournir, je dirais, la meilleure expérience, Consortex se charge de la production du cadastre et ou d'une matrice initiale qu'on va vous livrer. Donc, par la suite, on vous livre la BD complète dans votre environnement. Une fois que c'est livré et que les outils sont... On va vous livrer la base de données. Ensuite de ça, on va faire la livraison et l'installation des outils. On va vous offrir une formation avec des nouveaux dossiers. Donc, c'est sûr que quand on va traiter, quand on va charger, exemple, si je prends l'exemple du cadastre, lorsqu'on va charger les données du cadastre, on va vous demander jusqu'à quelle date vous voulez qu'on les charge. Exemple, on va s'entendre sur une date en particulier, je sais pas moi, le 31 décembre 2019. Puis, tous les dossiers qui suivent par la suite, on va vous les charger avec vous on va les charger par contre avec vous lors de la formation. Donc, c'est vraiment une formation pendant laquelle on travaille avec des vraies données. Puis ça nous permet évidemment de venir démontrer la fonctionnalité puis de venir donner la formation aux gens qui vont piloter le système. Ça vient avec une documentation complète. Puis évidemment, du soutien technique là, pour être capable de continuer à vous soutenir tout au long de votre, je dirais, de votre expérience avec Solo Cadastre et Solo Matrice. Donc, on vous garantit des résultats. On parle d'un chargement de données 100% automatisé, réduction majeure des temps de traitement, puis un accès rapide à des données à jour. Donc, sur ce, au nom de François et au mien, donc je vous remercie. Donc, je vois qu'il y a des questions qui se posent présentement. Je semble avoir perdu François. On me pose la question sur quelles sont les municipalités et MRC qui utilisent cette solution.
Avant de vous donner la réponse à tout ça, j'aimerais peut-être juste valider avec ces gens-là s'ils sont prêts à ce que je vous donne l'information. Envoyez un petit courriel à François ou à moi. Vous avez nos adresses de courriel dans la PowerPoint qui est visible à l'écran maintenant. Donc, on pourra vous mettre en contact avec les gens qui l'utilisent déjà. L'autre question, c'est: peut-on intégrer dans cette solution les données historiques du cadastre non rénové, ancien cadastre, par exemple? Nous, on travaille vraiment avec les données de cadastre rénovées. On a quand même quelques-uns de nos clients qui ont gardé leur base de données de cadastre non rénové. Parce qu'évidemment, nous, toute notre solution, autant pour la matrice que pour la cadastre, part des données de cadastre rénovées. Par la suite, quels sont les prérequis pour utiliser cette solution? Donc, les prérequis pour utiliser la solution sont quand même assez simples. Donc, ça vous prend évidemment au minimum une licence de FME, Database Edition. Ça vous prend évidemment aussi, donc ça vous prendre des données de cadastre rénové, puis ça va vous prendre évidemment les solutions de Solo Matrice. Donc, je vois que François, t'es revenu? Hey, je viens tout juste de revenir. J'ai manqué un bon 10 minutes avec des problèmes d'Internet. Est-ce que tu as répondu? Je vois qu'il y avait 3 questions. J'imagine que tu les as vues puis tu les as répondues. Oui, j'y réponds. Puis okay. J'ai répondu à ta question aussi sur la mise à jour des matrices que tu n'as pas eu la chance de me poser. C'est bon, tu es un gars assez versatile. Donc, c'est les questions que j'ai eues présentement. Donc, j'espère avoir bien répondu à vos questions. Donc, pour les municipalités MRC qui utilisent la solution, je me répète, envoyez un courriel à François. Il va pouvoir vous mettre en contact avec les gens pour vous dire qui utilise notre solution présentement. Pour ce qui est des données, les données historiques des cadastres non rénovés, je vais peut-être changer un peu ma réponse par rapport à ça. C'est sûr que si vous avez déjà une base de données avec tous vos anciens cadastres à l'intérieur, c'est sûr que quand on fait le chargement des mandats, on garde la référence aux anciens numéros de lot. Donc, il y aura peut-être moyen de faire un lien avec cette base de données-là, mais c'est sûr que nos outils sont faits pour des contextes de cadastre rénovés. Donc, quand on produit le cadastre de référence et quand on produit la matrice, on part de données de cadastre rénovés. Puis, encore une fois, quels sont les prérequis pour utiliser cette solution? Donc, on parle de une licence de FME Database Edition et nos outils par-dessus. Puis, l'accès à une base de données SQL Server ou Oracle. Puis, pour ce qui est de Oracle, on est capable d'utiliser la version Oracle Express. Donc, c'est un Oracle qui est disponible gratuitement. Donc, on est capable d'utiliser cette version-là. Alors, on me demande, est-ce que la vidéo sera disponible en rediffusion? Définitivement, dès que la présentation va se terminer, notre collègue Guillaume va arrêter l'enregistrement. Et oui, ce sera disponible si vous voulez la partager avec d'autres personnes. Je vais encore attendre une minute, voir s'il n'y a pas de nouvelles questions. Et puis sinon, au pire, nos coordonnées sont là. Donc, comme disait Rémi, vous pouvez me contacter et ou Rémi directement. Hop. Ouais. La solution oui, ben c'est sûr qu'on pourrait l'adapter. Ça nous prend une base de données qui supporte évidemment une cartouche géospatiale. Donc, c'est pour ça que présentement, on fonctionne avec SQL Server et Oracle. Mais c'est sûr que ce serait possible de supporter une base de données PostGIS. Oui. Et la réponse, pourquoi je suis capable de dire oui? Je vous ai dit en début de présentation que FME est la solution la meilleure à travers le monde pour faire de l'intégration de données. Donc, c'est vraiment le secret de notre sauce là, présentement. C'est le fait que comme on a développé quelque chose avec FME, donc ça devient beaucoup plus facile pour nous de venir s'adapter à des formats de sortie différents. C'est sûr que les formats d'entrée, on les contrôle. Donc, c'est des DXF et les données du cadastre. Donc, c'est des données, évidemment, qui sont déjà contrôlées et standardisées. Les données du rôle sont standardisées aussi. C'est sûr qu'après ça, peu importe le format dans lequel vous voulez les envoyer par la suite, avec FME, on est capable de le faire.
OK, ben, je pense que ça clôt la présentation. Donc, ben, merci à tous ceux qui ont participé. Merci, Rémi. Désolé de t'avoir abandonné en cours de route. Il n'y a pas de problème, François. Puis on vous souhaite une belle journée. Merci beaucoup tout le monde. Ouais.